Éloi Sainteau sur 2C points courts. Post-scriptum, tous les samedis à partir de 14h. Bonjour à tous. À partir de la moitié du XVIIe siècle, les esprits bouillonnent d'imagination et de belle littérature. On écrit, on improvise, on joue, on invente et on se réunit. Les aristocrates tenant résidence en la capitale des arts invitent de beaux esprits, parlent en vers, discutent des nouveautés poétiques et s'échangent quatrains, madrigaux, portraits et devinettes. Il faut s'imaginer alors toutes les réunions et les soirées littéraires qui se déroulent journellement au sein de toutes les bonnes maisons de la capitale, si bien qu'à la fin du siècle, il est d'usage à toute la noblesse ayant demeure à Paris de faire salon, au risque de se faire dévisager d'un fort méchant œil par les pairs de la société polie. En effet, dès qu'on a une somme assez suffisante de côté, on s'empresse de se construire une belle maison du côté de la place Royale dans le Marais. Car le Marais de cette époque-là, c'est un petit peu « the place to be », comme diraient nos amis anglo-saxons. C'est le quartier neuf de Paris où il fait bon vivre, où fleurissent de grands et beaux hôtels luxueux. C'est aussi un quartier qui attire une foule d'écrivains, de poètes ou de philosophes pour grandir en société. Mais il faut savoir que tout cela est parti de rien. Au tout début du siècle, Henri IV règne encore sur la France, certes plus pour très longtemps, mais ses habitudes un petit peu trop frivoles et évaporées rebutent certains esprits traditionnels. C'est le cas de Catherine de Vivonne, alias la marquise de Rambouillet, qui va attirer tous les grands esprits de la cour et d'ailleurs chez elle, à l'hôtel de Rambouillet. C'est alors que parmi les habitués des réunions de la marquise se trouve du très joli monde. Entre des fins poètes tels que François Malherbe, Claude Maleville, Georges de Scudéry et la haute noblesse française, telle la comtesse de Lafayette, le comte de Bussy-Rabutin, la duchesse de Longueville ou encore Madame de Sévigné, on peut comprendre le questionnement du palais quant au dépeuplement de ses membres. Surtout lorsqu'on sait que l'hôtel de Rambouillet est juste sous les fenêtres du roi dans la rue de Saint-Thomas-du-Louvre. Toujours est-il que chez Catherine de Vivonne, on y mène grand train. Elle fait reconstruire pour cette occasion l'ancien hôtel particulier de son père, Jean de Vivonne, sur des plans de sa main même, afin que ses réceptions se puissent faire plus confortablement avec des successions de salons à l'italienne. Ils se donnent des petits surnoms entre eux faisant référence aux héros des contes mythologiques. Catherine se fera donc surnommer Artémis, qui est l'anagramme de Catherine. Elle passait donc beaucoup de temps à cultiver l'art de la conversation allongée sur son lit de la chambre bleue, et dans un cercle restreint d'intimes, notamment dans sa ruelle. Je rappelle que la ruelle était l'espace désigné par ces dames entre le lit et la fenêtre, où l'on pouvait y placer des fauteuils pour ses plus intimes invités. Bref, ces réunions deviennent très prisées, et force est de constater l'accroissement spectaculaire du nombre de salons parisiens dans le milieu du siècle. L'abbé Dominiac en fit créer un. On loua aussi fortement les rendez-vous des samedis à 14h chez Madeleine de Scudéry en 1652. Le poète Scarron en fit ouvrir un également avec sa très jeune épouse, Françoise d'Aubigné, qui n'est autre que la future Madame de Maintenon et prochainement maîtresse de Louis XIV. Lors de ces assemblées, Amour et son empire sont quasiment le centre des sujets de conversation. Les dames de cette société littéraire n'hésiteront pas d'ailleurs à ériger en 1650 le plan du royaume d'amour, un royaume tout à fait imaginaire pour inspirer ces belles dames et galants messieurs de quelques courtoisies ou chemins à emprunter pour arriver à ses fins. C'est le retour de l'amour courtois des preux chevaliers et de leurs dames du Moyen-Âge, et les poèmes romanesques chantés par les troubadours qui reviennent en force dans la société des précieuses. Cette carte se nomme alors la carte de Tendre. L'île d'Amour est entourée par la mer des Précieuses, et on peut y voir un sentier sillonnant toutes les étapes que se doit d'emprunter deux jeunes amants de bonne naissance qui viennent de se rencontrer. Nous passons par les villages de visite, de revue, de faible amitié, du feu déclaré jusqu'à atteindre la capitale de ce royaume utopique. C'est Jouissance, là où se tient le palais d'amour. À moins bien évidemment qu'on ne se perde dans l'immense plaine d'indifférence
ou bien même sur la montagne d'Orgueil. Voilà toute la poésie, la rêverie et la merveille d'esprit dont fait preuve ce nouveau courant de société qui est celui des précieuses. C'était l'ouverture du tout premier opéra français Cadmus et Hermione, composé en 1673 par Jean-Baptiste Lully. C'était sous la direction de Pablo Valletti avec le Café Zimmermann. Vous écoutez Éloi Sainteau sur De ces points courts. Derrière ces petits gloussements haut perchés et ces conversations mondaines se cache un dégoût profond contre la cour de France. La préciosité est un manifeste en lui-même contre l'aristocratie courtisane de l'époque. C'est une fronde culturelle avant l'heure. Aux yeux des précieuses, tous ces nobles ne valent pas mieux qu'une poignée de paysans enivrés. Ils sont grossiers, rustres, de peu d'esprit. Ce sont des sauvages. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait 2 ou 3 duels pour un mot mal choisi dans une conversation. Et le jeu qui plaît le plus à ces sournois personnages, c'est bien évidemment de retirer la chaise quand une dame s'apprête à s'asseoir. Et cela fait bien rire, d'autant plus quand la dame tombe, car on ne porte rien en dessous de la robe à cette époque-là. On comprend donc ces dames qui ont un besoin de raffinement et de délicatesse. C'est donc que petit à petit se forme ce mouvement, le mouvement des précieuses. Et elle ne s'arrête pas là. En bannissant tout terme trop vulgaire rappelant les habitudes ingrates de la cour, les précieuses s'inventent une vraie langue. Le miroir devient le conseiller des grâces, les fauteuils sont les commodités de la conversation, les dents ce n'est autre que l'ameublement de la bouche, etc. J'aurai l'occasion de vous présenter dans un autre épisode tout le dialecte des précieuses pour mieux les comprendre. Aussi, c'est un moyen pour elles de revendiquer le droit à l'éducation et à l'autonomie des femmes. Ce sont des protagonistes de ces courants-là, les premières féministes de leur époque, si j'ose dire. Il y a par exemple Madame de Lafayette et bien évidemment la marquise de Sévigné. Cette marquise est un modèle extraordinaire pour les femmes des salons. Non seulement elle est belle, qualifiée de la plus belle femme de France, mais elle a aussi un esprit étincelant. Tout le monde l'admire. En plus de cela, elle est veuve depuis ses 25 ans et jouit pleinement de sa douce liberté. Je rappelle que le statut des veuves est le plus avantageux car on est parfaitement indépendant de toutes les manières que ce soit. Et c'est un comble parce que la majorité est à 25 ans. 2 mois après son 25e anniversaire donc, son mari, le marquis de Sévigné, meurt tué lors d'un duel avec le seigneur d'Ambleville pour les beaux yeux de sa maîtresse. On ne peut pas à cette époque-là prôner la parité sans être généreusement critiqué. Pour ce cas-là, la critique fut immédiate et sans appel. Molière et ses précieuses ridicules de 1659 font un tabac intergénérationnel au sein de la cour de Louis XIV. On rit à gorge déployée de leur idiotie, et on se raille sciemment de ces tournures ridicules et de ces gloussements de poule. Mais l'orage passe et les salons prennent le dessus. Sous Louis XV, donc au XVIIIe siècle, les salons font toujours rage et deviennent communs à l'emploi du temps aristocratique et deviennent au fur et à mesure des salons où les philosophes expriment leurs pensées. On a affaire là aux philosophes des Lumières. On connaît tous Diderot, d'Alembert, Voltaire et Rousseau, puis au fil des temps,
vient le temps de la Révolution, qui démocratise l'idée des salons en parlant philosophie directement dans la population à travers jardins et cafés. Voilà comment les salons parisiens se sont métamorphosés au fil du temps. Et n'oublions pas que si les salons littéraires ont réuni de grands philosophes, nous devons une fière chandelle à nos chères précieuses ridicules. C'était Postscriptum avec Éloi Saintot. Merci de votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Postscriptum.